Le désir. Ce terme, à la fois élémentaire et sans limite, traverse l'existence comme un fil secret reliant chaque pulsation, chaque décision, chaque lien humain. On le réduit souvent à quelque chose de corporel, d'instinctif, enraciné dans la chair. Pourtant, il dépasse largement cette dimension. Le désir est une force archaïque, une vibration issue du fond le plus intime de l'être. Et lorsque l'on apprend à l'entendre, il dévoile la route qui mène à notre vérité la plus profonde. Derrière l'apparence du plaisir ou des impulsions se dissimule une énergie ancienne et énigmatique que Jung décrivait comme un langage imagé de l'inconscient. La sexualité, rappelait-il, n'est pas simplement un acte du vivant. C'est une parole de la psyché, un moyen pour l'inconscient de se dire, de souffler ses messages au travers des pulsions, des songes, des fantasmes et de ces élans qui nous habitent sans que leur origine soit toujours claire. Nous évoluons dans une époque où le sexe est surexposé, traité à la légère, réduit à une mécanique ou à un divertissement. Pourtant, lorsqu'on s'y attarde véritablement, cette énergie porte quelque chose de sacral. Elle ne convoque pas seulement le corps, mais la vie elle-même, le souffle créateur, la flamme intime. Pour Jung, la libido, vitale autant que sexuelle, représentait la puissance fondamentale de toute existence. Elle se révèle dans le besoin d'aimer, de créer, d'apprendre, de se réaliser. C'est cette même énergie qui incite l'artiste à peindre, le poète à écrire, le scientifique à explorer. Et lorsqu'elle est brimée, étouffée par la peur ou la honte, elle ne disparaît pas. Elle se déforme, devient compulsion, dépendance, obsession. Un désir rejeté se transforme en saboteur discret de nos vies. Reconnu, accueilli, élevé, il devient une clarté, un feu qui éclaire le chemin de notre transformation intérieure. Dans son essence la plus intime, le désir est une poussée de l'âme. Il ne vise pas simplement à prendre, mais à relier. Il nous pousse à sortir de nous pour rejoindre l'autre, mais aussi à revenir vers notre propre centre. Car dans chaque attirance, dans chaque magnétisme, résonne une parcelle oubliée de nous-mêmes. Jung évoquait l'anima et l'animus, ces figures qui demeurent en chacun au-delà du sexe. L'anima, principe féminin intérieur chez l'homme, représente la sensibilité, l'intuition, la capacité d'émotion. L'animus, qui vit chez la femme, incarne la logique, l'orientation, l'impulsion d'agir. Ces deux forces constituent l'équilibre invisible de la psyché. Tant qu'elles restent tapies dans l'inconscient, elles projettent leurs images sur la réalité extérieure, engendrant l'amour idéalisé, la passion dévorante, l'illusion de la moitié parfaite. Combien de fois tombons-nous amoureux non d'un être, mais d'une projection, d'une lueur de notre âme que nous croyons percevoir dans l'autre. Cette exaltation soudaine, cette impression de rencontrer la personne destinée, n'est souvent que le reflet de ce que nous n'avons pas encore reconnu en nous-mêmes. L'autre devient l'écran de nos manques, de nos désirs tus, de nos blessures. Et lorsque l'illusion se dissipe, lorsque la réalité s'impose, l'enchantement se brise. L'amour idéalisé se mue en désillusion, puis en amertume. Pourtant, soulignait Jung, cette chute n'est pas un échec, mais un passage essentiel. C'est l'instant où l'âme cesse de chercher à l'extérieur ce qu'elle doit d'abord découvrir en elle. Aimer réellement, c'est percevoir l'autre dans son humanité, sans projecteur ni fantasme. C'est admettre que nul ne peut penser nos manques, car ils n'appartiennent qu'à nous. Alors, le désir change de tonalité. Il ne s'apparente plus à une quête d'achèvement, mais devient une dynamique d'évolution. Il se transmute en puissance créatrice, en ouverture de conscience. La sexualité, vue sous cet angle, n'est plus simplement une décharge, mais une cérémonie, une rencontre entre deux êtres éveillés. Elle devient un passage entre le visible et l'invisible, une porte vers l'individuation. Ce mouvement ionien, où l'être se rassemble, concilie ses opposés, unit sa lumière et son obscurité. L'ombre, justement, ce territoire sombre de la psyché où nous reléguons ce que nous refusons de regarder, nos impulsions, nos frayeurs, nos désirs interdits. On nous apprend très tôt à condamner ces élans, à les cacher, à ne les taire. Mais ce qui est enfoui ne s'efface jamais. L'ombre agit, influence nos gestes sans que nous en ayons conscience. Jung disait
Ce qui n'est pas éclairé en vous reviendra sous forme de destinée. Ainsi nous répétons-nous les mêmes scénarios, les mêmes errements, les mêmes passions blessantes, jusqu'à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'un message. Ce que nous fuyons en nous se manifeste dans le monde jusqu'à ce que nous acceptions de le rencontrer. Accueillir l'ombre ne veut pas dire céder à chaque impulsion, mais lui offrir une place, l'écouter, sans condamner, car le désir, même lorsqu'il nous dérange, parle. Il raconte nos blessures, nos carences d'amour, notre besoin d'expression. Le bâillonner, c'est étouffer la vitalité. Le comprendre, c'est rendre à la vie sa circulation naturelle. Lorsque l'on ose illuminer ce sous-sol intérieur, on découvre que derrière les monstres se trouvent aussi des trésors, des dons, des forces, des fragments de nous-mêmes attendant simplement d'être reconnus. Pour Jung, la sexualité était un domaine symbolique peuplé d'images et d'archétypes puissants. Le féminin, par exemple, s'articule en deux pôles. La mère nourricière, douce et protectrice, et la femme libre, instinctive, indomptable. L'une apaise, l'autre secoue. L'une enveloppe, l'autre brûle. Ces deux facettes sont indispensables. Pourtant, notre culture les a souvent opposées. Le féminin sauvage, source de mutation, a été refoulé car il ébranle l'ordre établi. Mais renier cette énergie revient à se couper du feu créateur, de la liberté d'être pleinement soi. Chez l'homme, cette dualité s'exprime souvent dans l'attente d'une femme à la fois calme et ardente, stable et imprévisible, une combinaison impossible d'archétypes contraires. Chez la femme, le conflit se joue intérieurement. Comment rester forte sans perdre l'amour? Comment être libre sans renoncer à la douceur? C'est en harmonisant ces aspects que naît la maturité psychique. Lorsqu'un homme reconnaît en lui la finesse de l'anima, il cesse de voir la femme comme une salvatrice. Lorsqu'une femme accueille la puissance de l'animus, elle trouve en elle-même la direction qu'elle cherchait ailleurs. Alors, la relation devient la rencontre de deux êtres complets et non l'échange mutuel de leur manque. Le désir se dépouille du besoin et se change en célébration. C'est à ce stade qu'émerge la figure du héros du désir, cher à Jung. Ce héros ne conquiert pas des corps, il explore sa propre profondeur. Il plonge dans la confusion de ses pulsions, affronte son ombre, ses paradoxes, et en ressort plus conscient. Ce n'est ni celui qui suit aveuglément le désir, ni celui qui l'étouffe, mais celui qui apprend à le guider, à l'écouter, à le métamorphoser. Il comprend que l'énergie érotique n'a pas pour but d'être domptée ou rejetée, mais orientée vers la création, la connaissance de soi, la transcendance. Nous vivons une époque où le désir est à la fois marchandisé et chargé de culpabilité. On nous incite à consommer le plaisir tout en nous reprochant de le ressentir. Cette contradiction engendre une immense confusion intérieure. Jung offrait une voie intermédiaire, celle de l'intégration. Ni excès, ni reniement, seulement la lucidité. Se demander à chaque mouvement intérieur « Que cherche véritablement mon âme travers ce désir ?» Car sous chaque attirance, chaque pulsion gît un besoin plus profond. Être perçu, être compris, être relié. Lorsque nous prêtons attention à cette voix intime, la sexualité devient un instrument d'éveil. Alors le désir cesse de nous gouverner pour devenir une énergie qui nous oriente. Il devient un feu entretenu avec respect, non pour se consumer, mais pour éclairer. Ce feu est celui de la création, de la présence, de la transformation. Il montre que le plaisir n'est pas l'antithèse de la spiritualité, mais son portail le plus direct. Car en touchant le corps, c'est l'âme que l'on éveille. Lorsque le désir se joint à la conscience, il ouvre des territoires nouveaux. La sensualité devient prière, l'union devient conversation entre deux mondes intérieurs. Ce n'est plus la quête d'une fusion impossible, mais une reconnaissance réciproque. Deux êtres se retrouvent, non pour remplir un manque, mais pour offrir la richesse de ce qu'ils sont. Et dans cet espace sacré, la sexualité retrouve son essence. Un acte de création, d'amour, de connaissance. Au bout du compte, le désir n'a jamais été un aboutissement. Il est le messager, le guide, la traversée. Il nous mène d'abord vers l'autre,
afin que nous puissions mieux nous refléter en lui, puis nous ramène à nous-mêmes, là où repose la véritable source de toute affection. Dans cette boucle infinie, entre chair et esprit, clarté et obscurité, le désir révèle ce qui importe le plus. Que la vie, avec toute son intensité, doit être vécue en pleine conscience, et qu'en accueillant nos pulsions, nos émotions, nos paradoxes, nous devenons enfin entiers.